Éric Falardeau, réalisateur et théoricien, auteur et conférencier. Il y a eu beaucoup, dans les années 80, une réaction en Allemagne. Il faut comprendre que les cinéastes là-bas, ça a été... il y a eu une grosse censure sur le cinéma d'horreur. C'est impossible pour eux de voir des choses que nous, on avait déjà en vidéo, même ici. On pense à Texas Chainsaw Massacre, on pense à même les films italiens Dawn of the Dead qui est américain mais qui est produit par des Italiens, mais les films de Lucio Fulci, tout ça. Eux en entendaient beaucoup parler, mais ne pouvaient pas voir ces films-là pour plusieurs raisons, qui étaient des raisons souvent tributaires. Il y avait l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est, on sait que c'était sous le régime russe et le régime communiste, donc pour des raisons précises, mais le régime de l'Allemagne de l'Ouest, qui lui davantage avait conservait, je pense, ces stigmates d'une certaine culpabilité après Deuxième Guerre mondiale. Même aujourd'hui encore, beaucoup du cinéma allemand, là, et même, et pas le cinéma de genre nécessairement, mais beaucoup du cinéma allemand se réfère et porte beaucoup ce poids-là. Je pense que l'essentiel du cinéma, il y a beaucoup de cathartique par rapport à la culpabilité liée à la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui a amené aussi une production qui était pas nécessairement, qui était quand même très grand public, certains types de films, des drames sociaux, comme dans beaucoup de pays d'après-guerre, finalement, comme on pense au Japon, où certains thèmes étaient interdits de représenter lorsque les Américains étaient en occupation. Donc c'est un peu le même principe. Et puis la violence a toujours eu de la misère à passer les barrières, même si d'une autre façon c'était beaucoup consommé, il y avait beaucoup de gens qui voulaient la voir. Donc c'est un peu un portrait général de comment ça se passait là-bas. Puis il y a certains réalisateurs dans les années 80 qui étaient très jeunes, donc la vingtaine, qui avaient passé la fin des années 70, début des années 80, l'esthétique punk vraiment très difficile, justement qui sont nés après les événements qu'il y a eu, après l'érection du mur de Berlin, après tout ça. Donc eux portaient peut-être un peu moins ce poids-là, je dirais, puis étaient peut-être plus intéressés à voir certaines choses, puis un certain nihilisme aussi au niveau de l'économie, au niveau de tout ce qui se passait. Puis ça s'est traduit par un certain mouvement underground qui a un représentant un représentant mondial qui est très connu, qui s'appelle Jörg Buttgereit, qui a réalisé Necromantic 2, Return of the Living Dead, Schramm, puis Der Todesking. Il y en a d'autres, mais c'est celui qu'on entend toujours parler, puis qui est vraiment le plus représentatif de ce mouvement underground-là. Pour plusieurs raisons, dont une très importante, il a dû se battre contre la censure avec ses films. Principalement Necromantic 2. Il y a eu vraiment une bataille avec le gouvernement allemand pour prouver que ces films étaient de l'art et pas seulement de la représentation gratuite de la violence, de la complaisance. Parce que ces films, en fait, les nécromantiques, pour résumer rapidement, c'est des films qui traitent justement de la nécrophilie. Dans le premier cas, d'une façon très punk, plus grotesque, très sale comme image, mais aussi avec beaucoup de dérision dans le premier cas. Et dans le deuxième cas, avec une certaine esthétique plus léchée, plus contemplative, plus réflexive. Et puis, il a dû se battre avec son gouvernement là-bas. Le gouvernement tentait simplement de saisir le film, donc il a dû le cacher chez des amis, sous le plancher, dans le plafond, toutes sortes de choses. Il est passé en cours. Et c'est des universitaires qui sont venus à sa défense, dont un qui a écrit un texte où il faisait le parallèle entre ces films-là et puis l'histoire justement de la division allemande, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Donc il faisait il analysait les films selon cette métaphore, voulant que le premier film représenterait peut-être, et le deuxième film représenterait une césure entre justement cette division-là, et ensuite l'unification qui a eu lieu en 89, si je me trompe pas, l'unification allemande. Donc le premier film a été fait en 87, le deuxième en 92 ou 91, si je me trompe pas.
Et puis donc il analysait ces deux films-là selon cet aspect-là. Parce que dans le deuxième film, entre autres, le personnage se promène dans beaucoup de lieux en Allemagne. Donc on voit le personnage qui se promène dehors, c'est très... pas beaucoup de dialogue, donc il va dans un parc à Berlin-Est, entre autres, donc on insiste beaucoup sur un parc d'amusement, sur des trucs comme ça, sur vraiment des images emblématiques d'un Berlin qui, pour Jörg Buttgereit, qui était en Allemagne de l'Ouest, avant la chute du mur, était pas nécessairement accessible ou qui était pas nécessairement vu ou facilement filmable, donc c'est un peu ce qui s'est passé avec Jörg Buttgereit. Ça a été une bataille en cours qui a duré beaucoup d'années. Et puis grâce à cette analyse-là, justement, d'un théoricien, d'un universitaire qui est venu cautionner, qui est venu vraiment défendre le travail de Buttgereit, on a pu établir que ces films étaient une œuvre d'art et non pas simplement une représentation quelconque de la violence ou de la sexualité. Et puis qu'il était possible de traiter de sujets tabous en s'inscrivant dans une mouvance sociale, mais aussi dans une histoire, dans une historique d'un lieu. C'est pas surprenant que la plainte vienne de quelqu'un en Allemagne, pour plusieurs raisons. Si on reprend le cas de Jörg Buttgereit, qui aujourd'hui réalise des docudramas ou des drames pour la radio, comme on en faisait ici à l'époque, là-bas, il y a vraiment un renouveau là-dedans. Et il s'attaque encore à des sujets tabous. Il a fait un docudrama sur Massacre à la tronçonneuse, un autre sur Ed Gein, le meurtrier qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse, Psychose et tout ça, et qui ont été censurés encore aujourd'hui, donc dans les début des années 2000. Parce que l'Allemagne a conservé certaines règles judiciaires par rapport à la représentation de la violence. On pense au combat que les réalisateurs ont tenu dans les années 80-90, Olaf Ittenbach, Andreas Schnarch, Jörg Buttgereit, tous ces réalisateurs-là représentent quand même une minorité, c'est quand même un underground encore aujourd'hui, c'est quand même une sous-culture, puis il serait faux de penser que parce que c'est reconnu, une certaine partie du travail est reconnue comme une forme d'art ou a été autorisée ou admise ou tolérée, que ce soit mainstream. Et puis, je pense que ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde qui se promène sur Internet là-bas, malgré que là-bas, au niveau de la pornographie aussi, il y a certaines lois qui sont vraiment différentes. Là, on a accès à de la pornographie qui implique de la scatophilie, des trucs comme ça. Dans certains clubs vidéo, c'est trouvable là-bas. Donc, il y a vraiment... c'est une sous-culture qui est tolérée, qui est admise, qui est autorisée, mais tant que ça ne devient pas grand public. Puis c'est ça dans tous les pays, je veux dire, en Angleterre, il y a eu le même débat sur la validité du cinéma d'horreur avec les vidéos nasties. Ça s'est passé en cours, puis même encore aujourd'hui, oui, c'est toléré, mais on s'entend que les consommateurs de ce type de film-là, les gens qui défendent ce type de film-là, c'est une marge, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Donc, effectivement... que la plainte provienne d'un citoyen là-bas, c'est tout à fait compréhensible et à la limite non pas légitime, mais fondé dans ce cas-là.